continue de vous parler de cet axe Moscou-Pyongyang-Téhéran, sa solidité, bien sûr, qui est en question. Combien de temps Vladimir Poutine pourra-t-il vraiment compter sur ses alliés? Bon, à première vue, l'alliance avec Pyongyang est en tout cas inébranlable, si l'on en croit les images. Bien sûr, regardez comment est reçu le ministre de la Défense russe, c'est lui, à droite, par Kim Jong-un lui-même. Ils sont à l'opéra de Pyongyang pour un spectacle manifestement assez militaire comme spectacle. On parle bien sûr pas seulement de l'anecdote mais aussi du fond de cette alliance tous azimuts. C'est ainsi que se félicite la Russie. On va le voir dans un instant avec notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud. Mais tout d'abord, regardez cette déclaration de Kim Jong-un pendant cette visite de Belousov, le ministre de la Défense. La Corée du Nord soutiendra invariablement la politique de la Fédération de Russie visant à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre les tentatives d'hégémonie des impérialistes. Bien évidemment, les impérialistes, c'est nous, on l'a compris. Le problème, c'est que cette alliance avec Kim Jong-un, elle pourrait devenir un point de blocage pour Donald Trump qui semble pourtant prêt à négocier avec Vladimir Poutine. On en discute dans un instant avec nos invités. Mais tout d'abord, Jérôme Garraud, on vient vous voir à Moscou. Bonjour. Des liens tous azimuts se félicite donc la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le ministère de la Défense russe, Jérôme ? Bonsoir, oui, la Russie se félicite de cette relation et pour s'en rendre compte, il suffit d'allumer la télévision ici. Aux actualités de la mi-journée, c'était l'un des titres du journal télévisé. Vous aviez ces images que vous venez de passer du ministre de la Défense, Belousov, reçu par ses homologues à Pyongyang. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que la Russie a très officiellement invité la Corée du Nord à envoyer une unité de son armée sur la place rouge pour participer à la parade militaire du 9 mai. C'est une parade militaire qui a lieu tous les ans pour célébrer la victoire de l'armée rouge sur le nazisme en 1945. Donc déjà en temps normal, c'est quasiment la fête nationale ici, mais cette année, eh bien, on va fêter les 80 ans de cette victoire. Le Kremlin a déjà promis une fête comme la Russie n'en a jamais connue. Donc vous voyez cette invitation, c'est vraiment une marque d'amitié assez appuyée qui est envoyée à l'endroit de la Corée du Nord. Et puis par ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, on était présent à une conférence de presse où s'exprimait Vladimir Poutine, c'était à Kazagne, au Tatarstan, et interrogé par un journaliste américain, le président russe avait parlé de cette relation avec la Corée du Nord. Il expliquait qu'il y a des accords de défense qui sont pris très au sérieux par Pyongyang, sans rentrer dans le détail évidemment, mais vous voyez cette relation, elle est tout à fait assumée par le sommet de l'État russe. Merci beaucoup Jérôme Garraud en direct de Moscou avant leur officialisation sur le terrain dans la région de Koursk. C'est donc sur la place rouge officiellement qu'on les verra en premier. Sérieusement, Général Delors, ça nous inquiète à quel point cette alliance entre Moscou et Pyongyang? Bon, la Russie n'est pas si forte que ça. La preuve, c'est que ça fait 2 ans et demi que ça dure, presque 3 ans. Elle n'arrive pas à battre l'Ukraine, qui est quand même largement soutenue par les Occidentaux, il faut le rappeler quand même. Et la Russie a besoin de force d'appoint. Et force d'appoint, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve dans des régimes qui sont compatibles, et donc la Corée du Nord est au premier rang, plus l'Iran. Donc donc une fois qu'on a dit ça, on peut trouver auprès de ces pays d'appoint, dans une sorte de coalition, qui n'est pas véritablement une coalition contre l'Ukraine, mais là, il la présente comme une coalition pour défendre l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Et là, il trouve à la fois des munitions, des drones, et puis maintenant une force terrestre qui est modérée, mais qui est symboliquement très importante quand même. Donc après, il y a tous ces échanges, et puis il y a ce que gagne la Corée du Nord dans cette affaire, c'est-à-dire très vraisemblablement des échanges en termes de technologie spatiale et peut-être aussi de mise au point d'armes nucléaires. Et donc, c'est de la haute valeur ajoutée. Alors, qui se sent gagnant dans cette affaire-là? Je suis sûr que Kim Jong-un pense qu'il a fait un bon deal avec Poutine. Et vous n'en êtes pas si sûr, vous? Moi, vous savez, je crois que chacun y trouve son compte, comme on dit. Je pense que ce sont deux personnalités qui sont très fortes et ils ont trouvé un terrain d'entente
avec des inconvénients importants, parce que ce lié à Kim Jong-un est quand même... Alors, je sais bien que le problème de la réputation de Poutine est déjà largement fait, donc il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, mais enfin quand même, ça lui met un poids mort en termes, au point de vue international. Oui, et notamment dans le cadre de négociations possibles sous l'égide des Américains pour le conflit en Ukraine, ça peut être un frein. Yves Doutrillo ? Alors, je pense que la Russie, on parlait tout à l'heure du nucléaire en Iran, et le fait que la Russie puisse participer à une prolifération nucléaire vers l'Iran, c'était une question qu'on se posait. Oui. Mais c'est vrai aussi, comme vient de le dire le général, à propos de la Corée du Nord. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a à peu près 8 mois, vous savez qu'il y a des sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord parce qu'elle cherche à se doter illégalement, même s'il est sorti du traité de non-prolifération, de l'arme nucléaire. Et là, il y avait unanimité russe du P5, enfin des 5 membres permanents, donc Russie, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni. Or, il y a 8 mois, alors que le Conseil de sécurité devait renouveler un programme de contrôle du respect de ces sanctions, avec un contrôle naval autour, ou terrestre ou aérien autour de la Corée du Nord, eh bien la Russie s'est opposée à ce que le Conseil de sécurité maintienne ce régime de contrôle du respect des sanctions contre la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord cherche à se doter de l'arme nucléaire. Et donc, c'est quand même un indice fâcheux qui laisse entendre que la Russie, là encore, participe à une action de prolifération, ce qui n'est pas digne, j'allais dire, et pas, digne, c'est pas une question de dignité, mais ça veut dire que la Russie, en quelque sorte, prend ses distances par rapport au traité de non-prolifération nucléaire, signé pourtant par les deux superpuissances en 1968. Donc c'est fâcheux. Alors après, il y a aussi le problème de si on implique la Corée du Nord, ce qui est le cas dans la région de Koursk et autour de l'Ukraine, ça crée une tension entre Corée du Nord, Corée du Sud, et donc ça donne un argument aux Américains pour renforcer leur présence en Corée du Sud et au Japon, etc., ce qui ne fait pas du tout l'affaire de la Chine. La Chine n'a pas forcément intérêt à voir les Américains à nouveau renforcer leur présence dans l'Indo-Pacifique, ce qui est la politique affichée des États-Unis depuis fort longtemps. Mais si la Corée du Nord se rapproche ainsi de la Russie, ça donne un argument à la Corée du Sud pour renforcer sa propre militarisation. Avec l'aide des Américains, ce qui préoccupe la Chine. Et les Américains, ils sont d'accord avec ce qui est en train de se passer, parce que Vladimir Poutine, Donald Trump se targue de... on verra ce que fera M. Trump, parce qu'il y a aussi Taïwan derrière, etc., le Japon. Mais de toute façon, Trump, comme Biden, comme Obama, insiste beaucoup sur le fait que c'est la Chine le grand pays hégémonique, rival des États-Unis. Donc, si la Chine s'inquiète de la situation dans la péninsule coréenne, je ne vois pas pourquoi les États-Unis ne seraient pas tentés, là encore, de renforcer leur présence dans cette région. Vous dites que ça ne les dérange pas tant que ça, finalement. Et si, ça dérange la Chine. Les Américains, pardon. Les Américains sont très conscients du risque chinois. Oui. Donc je les vois mal sortir de la péninsule coréenne. Vous nous dites que le rapprochement Trump-Kim Jong-un ne dérange pas forcément tant que ça les Américains, pardonnez-moi, mais non, je ne parle pas du rapprochement Trump-Kim Jong-un, mais Poutine-Kim Jong-un. C'est ça dont nous parlions. Oui, pardonnez-moi, Poutine-Kim Jong-un. Voilà. Vous voyez, moi, je finis même par m'embrouiller moi-même. Ça ne les dérange pas tant que ça. Parce que ça inquiète beaucoup la Corée du Sud, qui d'ailleurs va livrer des obus à l'Ukraine. Et derrière la Corée du Sud, vous avez évidemment des soldats américains qui sont en Corée du Sud, de mémoire 15 000 ou 20 000 hommes. Et si on voit réapparaître des tensions supplémentaires dans cette péninsule coréenne, je ne pense pas que les États-Unis resteraient silencieux. Non. Et ça ne plaira pas à la Chine. Non, en fait, c'est toujours difficile. Les États-Unis, s'ils sont rationnels, ils ne peuvent pas être pour la prolifération des puissances nucléaires. Après, est-ce que Trump est rationnel ? C'est une autre question. Mais donc, normalement, il ne devrait pas être favorable à ce rapprochement Corée du Nord-Russie. Maintenant, je comprends que la Corée du Nord a une énorme armée, mais qui finalement ne combat plus depuis des années. Et donc là, si ces soldats vont se battre en Russie, ils vont accroître de l'expérience. Et il va certainement y avoir beaucoup de morts, mais ceux qui vont s'en sortir vont revenir bien plus aguerris. Et ça inquiète aussi la Corée du Sud. Et donc on voit bien que la Corée du Sud s'inquiète, le Japon s'inquiète, l'Australie aussi a fait part de son inquiétude. Et ça permet aux États-Unis de renforcer leur présence dans cette partie du monde, ce qui inquiète la Chine. Donc les États-Unis, ils sont gagnants dans aucun cas. Ils n'ont pas intérêt, personne n'a intérêt à la prolifération des puissances nucléaires. Mais, et Trump faisant de la Chine son premier ennemi, pourrait se dire... je préfère une situation où potentiellement
on a une nouvelle puissance nucléaire potentiellement incontrôlable, mais qui me permet, moi, de me renforcer et de stationner plus de troupes dans une partie du monde qui m'intéresse. Je voulais juste vous dire... Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, ce serait bien de rester un peu dessus. Oui, allez-y. Non, je voulais juste vous raconter une anecdote. Quand on voit tout cet opéra, ça me rappelle, il y avait l'Armée Rouge qui venait, les chanteurs de l'Armée Rouge, et j'y assistais beaucoup quand j'étais petite, et il y avait une chanson par laquelle ils commençaient ou clôturaient souvent, qui disait « Когда солдаты поют, дети могут спать спокойно », ce qui veut dire quand les soldats chantent, les enfants peuvent dormir tranquillement. Et on voit comment on en est loin aujourd'hui, parce que là, il y a peut-être quelques soldats qui chantent, mais je ne pense pas que les enfants puissent dormir tranquillement. Donc voilà, cette anecdote me revenait à l'esprit. C'est un ménage à trois depuis la partition de presqu'île de Corée, qui est la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Et même si on pensait entre 1950 et 1953 qu'on est face à un troïka très soudé, on sait qu'il y avait des tensions très importantes entre le grand-père de l'actuel Kim, Staline, et que ça n'allait pas toujours très bien avec Mao. Et après, ça fait 75 ans qu'ils essayent de bouger et d'améliorer les rapports de force dans ces genres de triangulaires. Ce qui se passe maintenant, c'est que le premier gagnant, c'est la Corée du Nord, qui a plus de marge de manœuvre. Ils sortent d'une tête-à-tête avec la Chine. Ils ont un petit peu plus de marge de manœuvre. Ils peuvent jouer un petit peu les Russes contre les Chinois. Ils savent que ça ne plaît pas beaucoup aux Chinois. C'est vrai aussi pour la Russie, un petit peu, parce que Poutine aussi n'est pas très, très, très content du fait qu'il est devenu le junior partner de Xi. Et ça lui permet... Il sait que ça énerve ses partenaires et qu'ils ne peuvent rien dire publiquement. Donc, en fait, ça arrange beaucoup de monde, et comme par les passés, c'est conjoncturel. C'est pas le vrai amour. Voilà. Donc, on peut très bien entendre que les uns et les autres commencent à regarder à gauche, à droite, s'il n'y a pas un meilleur à faire. Est-ce que cette alliance avec Kim Jong-un peut être mise dans la balance par un Vladimir Poutine pour ses futures négociations? Est-ce que ça peut faire... On a raison de s'intéresser à leur relation, le fameux trio, sachant que les pilotes soviétiques étaient dans les MiG pour défendre la Corée du Nord, et que les armées chinoises étaient venues en sous-marin. Mais ceci pour dire qu'ils sont profondément anti-occidentaux. Donc ça, c'est leur ciment, c'est leur point commun. Et c'est là où ils se retrouvent, où ils gomment leurs différences, parce que ces trois pays sont fondamentalement différents par la taille, la puissance démographique, militaire, économique, etc. Alors donc, ils ont des différences, bien sûr. Hein. La Corée du Nord n'est pas dans la même cour que la Chine et même de la Russie, ça n'a rien à voir. Donc, ils participent à ce courant anti-occidental, et ils se retrouvent principalement pour s'opposer aux Américains en premier et aux Européens éventuellement, sachant qu'ils ont des problèmes à nous considérer comme une réalité politique, mais en tout cas, ce qu'ils appellent le bloc occidental. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Moscou, qui a besoin de force, fait des alliances, pas contre nature, parce qu'elles sont finalement assez facilement compréhensibles avec les Iraniens et avec la Corée du Nord, pour rajouter des forces là où il en manque. Et puis, pour ce qui concerne la Chine, a toujours ce futur match avec les États-Unis et ne veut pas que ça aille trop loin. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si M. Trump reprend contact avec Kim Jong-un. On verra, comme il l'avait fait par le passé. Antoine Dreyfus, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Pyongyang Parano, 2 journalistes infiltrés en Corée du Nord aux éditions Marabule. Merci d'être en direct avec nous. Vous voyez comment l'avenir, vous, de cette alliance tous azimuts avec Pyongyang pour Moscou? C'est vraiment tous azimuts et c'est vraiment sans limite? Alors, moi, j'ai été donc en Corée du Nord 8 jours, et j'ai vu l'état du pays, l'état économique du pays qui est quand même assez dramatique. Hein. C'est une économie à bout de souffle qui vit sous perfusion, c'est-à-dire elle vit des aides alimentaires du programme alimentaire mondial, et elle vit également du commerce avec la Chine, essentiellement. Et puis, il y a un petit peu de commerce ici ou là avec les pays du Golfe ou les pays du Moyen-Orient, mais c'est vraiment... elle vit sous perfusion.
Et donc moi, j'interprète cette alliance militaire comme le signe d'une économie vraiment à bout de souffle. C'est-à-dire que, en plus, en 2020, le bureau de liaison entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a été fait exploser, n'existe plus par la sœur, c'est la sœur de Kim Jong-un qui l'a fait sauter. Donc les relations commerciales entre les deux pays qui existaient et qui étaient importantes, hein. Il y avait une zone économique spéciale à Kaesong, à côté de la DMZ, que l'on a visité, nous, parce qu'en fait, on s'est fait passer pour des négociants en chocolat et des industriels du chocolat. Et donc, on a pu voir de près comment ça se passait. Et il y avait même, on a été quand même assez surpris parce qu'il y avait une marque américaine de vêtements de sport qui s'appelle K-Swiss, qui était fabriquée là-bas dans cette zone économique. Voilà. Donc cette zone économique n'existe plus. Il n'y a plus de devises. Et le socle sur lequel se repose ce régime, c'est quand même la recherche de fonds et de devises, de dollars, pour alimenter cette famille. Alors, tout est fait quand même. Il y a beaucoup d'histoires de faux billets, de faux dollars, il y a des histoires de crypto-monnaies, etc. Et c'est donc ce que lui offre... Voilà, et c'est donc ce que lui offre aujourd'hui Vladimir Poutine. Et ce qu'on comprend bien à travers votre témoignage, Antoine Dreyfus, c'est que finalement, c'est la Russie qui offre aujourd'hui à la Corée du Nord les conditions de sa subsistance. On manque de temps pour continuer, mais merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On rappelle votre ouvrage, Pyongyang par nous, pour ceux qui veulent voir ce que ça fait d'infiltrer la Corée du Nord. Courageux quand même de votre part, effectivement, surtout pour un journaliste. Merci beaucoup.